Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien le visuel. N'hésitez pas à me laisser un message dans le chat s'il y a un souci ou si ça marche bien, au contraire. Laissez-moi aussi vos commentaires, vos questions si on a le temps à la fin de la présentation pour les aborder. Voilà, donc j'éteins la caméra et puis on va y aller. Voilà, et voilà, c'est parti. Alors, c'est notre dernier rendez-vous de cette série d'automne. Euh, on va mettre là. On aborde aujourd'hui le sujet des thermoplastiques capables de conduire et d'évacuer la chaleur. Euh, et, euh, et on va voir quelles opportunités et bénéfices offre ce type de matière. Plus particulièrement, on verra quelques recommandations pour la conception des pièces plastiques dotées de propriétés de dissipation thermique, mais aussi comment mettre en œuvre ce type de compound en injection. Le but de cette présentation n'est pas de vous énumérer la liste de nos matières LATI, mais c'est plutôt de la volonté d'exposer les résultats du travail de recherche de notre laboratoire et l'expérience de notre support technique au travers de projets réels clients. Puis on finira par quelques exemples de solutions proposées dans le domaine de l'éclairage ou de l'automobile. Alors, pour commencer, on peut se demander quand utiliser des compounds d'un dissipateur thermique ou l'intérêt immédiat, comme on sait, c'est bien entendu de remplacer le métal, à commencer par les dissipateurs ou radiateurs en aluminium et alliage extrudé ou moulé, largement utilisés dans l'éclairage ou l'électronique pour le refroidissement des composants comme les LED. Ça peut être des dissipateurs du même type dans l'automobile, un intérêt aussi potentiel sur les radiateurs électriques domestiques ou dans des applications électrotechniques pour limiter les échauffements dans des cas de systèmes de freinage, des boîtiers électroniques de puissance ou des sondes de régulation de température. Alors pourquoi avoir besoin de dissipation de façon générale? Eh bien parce que dans la conception d'un produit, on se retrouve face à une source de chaleur qui génère une élévation de température et qu'il faut absolument gérer, maîtriser pour la sécurité du dispositif. C'est typiquement le cas dans l'éclairage à LED. Aujourd'hui, la LED est un composant électronique qui dispose d'une température maximale en fonctionnement, c'est sa température de jonction, à ne pas dépasser pour prolonger le fonctionnement et la durée de vie théorique de la LED. Et on voit justement ici un graphique avec la durée de vie d'une LED qui diminue fortement quand sa température d'utilisation augmente. Voilà. Alors, l'intérêt immédiat des compounds conducteurs thermiques, c'est bien entendu de remplacer le métal, on l'a dit, plus particulièrement l'aluminium et ses alliages comme le zamac. On en tire bien entendu les mêmes avantages que les autres matières plastiques plus courantes, c'est-à-dire avoir des pièces moulées plus légères, parce qu'on a des densités de 1,5 à 2 grammes par centimètre cube au lieu de 2,7 pour l'aluminium en injection. On peut faire des gains de productivité sur le prix des pièces en considérant le prix au litre, de par la densité plus faible qu'on vient de voir, mais aussi des coûts de transformation réduits, car le plastique est moins énergivore, avec des températures de fusion de 230 à 320 degrés, comparé au moulage aluminium à 700 degrés. La transformation par injection permet aussi une plus grande liberté dans le design des pièces, la conception de géométrie complexe. On peut intégrer des fonctions, du clipsage, des effets charnières sur la même pièce. Une pièce moulée avec un conducteur thermique peut être dissipateur thermique, comme un radiateur, tout en assurant une fonction de boîtier électronique pour renfermer les composants électroniques de pilotage. On obtient aussi des pièces finies directement issues du moulage, sans besoin forcément d'opérations de finition, pas de recours systématique aux reprises d'usinage, à l'ébavurage, le polissage. Les pièces peuvent être colorées masse, sans besoin de peinture ni de vernis. Elles peuvent être résistantes aux environnements extérieurs, de corrosion, de pluie, résistance aux UV.
Et enfin, on peut estimer un impact écologique réduit avec une plus faible émission de CO2 en considérant la consommation d'énergie réduite pour la transformation du plastique face à l'alu, le gain de poids. On peut aussi envisager l'utilisation de résines recyclées, la part polymère recyclée au cas par cas, et voir dans le futur réutiliser les produits ou des rebuts via une filière de collecte ou de recyclage, parce qu'il s'agit de thermoplastique et non pas de, par exemple, ce ne serait pas le cas dans les thermodurcissables. Alors, on va se pencher maintenant à la notion de l'échange thermique en s'appuyant sur le cas d'étude de notre client Hexagro pour le corps d'une lampe d'éclairage que vous voyez ici en modélisation 3D. Je veux juste regarder si tout va bien dans le chat. Voilà, c'est bon. Alors, pour commencer, on va comparer ce que vaut ce type de compound plastique conducteur thermique par rapport à la référence étalon, c'est l'aluminium. Alu, on a une conductivité thermique très élevée, de 150 watts par mètre Kelvin, alors que l'un de nos compounds dissipateurs thermiques le plus performant, c'est un PA6 avec 50% de graphite, on est seulement à 10 watts par mètre Kelvin. C'est 15 fois moins que l'alu, mais c'est tout de même presque 50 fois plus qu'un thermoplastique classique qui est normalement entre 0,2 et 0,4 watts par mètre Kelvin. En finale, pardon, j'ai un petit souci. Voilà, c'est bon. En finale, sur notre analyse thermique, on relève la température maxi sur la pièce, 73 degrés ici sur l'alu, 63 degrés seulement sur le plastique. Et on constate un delta plus important sur toute la surface de la pièce plastique de 12 degrés. Hein. Entre un point à l'autre, on peut avoir un delta de température de 12 degrés, alors que sur l'alu, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus réduit. C'est évidemment à cause de la conductivité thermique très élevée de l'aluminium. La chaleur se répand plus rapidement et uniformément sur toute la surface. Donc il faut relativiser toutefois hein, cet exemple où on arrive à une température maximale sur la pièce plastique plus faible qu'avec l'aluminium. Ce n'est pas toujours le cas, c'est même plutôt généralement le contraire. Mais pourtant, ce projet de dissipateur plastique ici, on montre qu'il est réalisable. On le confirme avec cette étude. Et il faut considérer aussi que ce sont des conditions, c'est dû à des conditions particulières de géométrie de la pièce, et des caractéristiques comme le niveau d'émissivité qui est 3 fois plus élevé pour un compound plastique par rapport à l'alu. C'est ce qu'on verra après, on va le voir juste après. Donc pourquoi une telle différence de résultat et comment l'utilisation de ces compounds est possible. On va voir ça. Alors, revenons maintenant sur la notion d'échange thermique, proprement dit, avec les 3 types de transfert thermique qui peuvent coexister. C'est d'abord la conduction, ça veut dire la diffusion thermique dans la matière. Revenons à notre pièce du slide précédent. On prend la vue en coupe pour voir ce qui se passe dedans. On applique une source de chaleur sur toute la surface en rouge du dissipateur. Donc là, vous avez la coupe. Ici le haut de la pièce et ici l'intérieur de la pièce. On applique une source de chaleur ici, comme s'il y avait un composant qui venait au contact de cette épaisseur ici. Et les flèches bleues représentent ce phénomène d'échange de chaleur par conduction qui va traverser l'épaisseur de la pièce et qui intervient. Alors, ça fait intervenir la caractéristique qui est importante, qui est la conductivité thermique du matériau. C'est le lambda ici que l'on voit dans la formule, dans cette équation. Plus lambda est élevé, plus la quantité de chaleur Q, qui est là, sera importante et donc on dissipera d'autant mieux. Alors, passons à l'autre type d'échange thermique, c'est la convection, qui est le transfert thermique entre la matière et le milieu environnant. C'est ce que l'on voit en vert maintenant, c'est l'évacuation de la chaleur à la surface de la pièce vers l'extérieur, dans le milieu ambiant. Évidemment, plus la surface de la pièce est importante et plus on pourra évacuer de la chaleur, c'est la surface d'échange. Mais cela dépend aussi du milieu dans lequel on se trouve et avec lequel on va échanger la chaleur. C'est de l'air, de l'eau, de l'huile, auquel cas on a des caractéristiques propres, c'est le coefficient de convection.
Enfin, il faut tenir compte de l'influence de l'environnement sur le produit en mode de fonctionnement. Est-ce qu'on est à l'air libre avec un système de refroidissement ventilé, etc. On arrive donc à une formule aussi avec le coefficient de convection en jeu, et H, et la surface d'échange A, la surface d'échange disponible sur la pièce. Donc plus H et A sont élevés, et plus ils vont influencer la quantité de chaleur à transférer. Donc ce que je disais tout à l'heure, à noter que ces composants dissipateurs thermiques en plastique sont plutôt efficaces en régime de fonctionnement par convection naturelle, donc de façon statique. Dans le cas d'un refroidissement avec un ventilateur, par exemple, ou en déplacement à vitesse rapide, ces matières plastiques se révèlent moins performantes, voire complètement inadaptées comparées au métal. Enfin, le dernier type de transfert, c'est le rayonnement, qui correspond à la propagation de la chaleur dans le milieu ambiant. Ce sont les flèches en jaune. Évidemment, aussi, la surface disponible pour l'échange thermique est importante. On voit avec la surface jaune. Une nouvelle caractéristique, c'est l'émissivité, qui est la capacité du matériau ou d'une surface à capter puis réémettre la chaleur par rayonnement. Ce coefficient d'émissivité, c'est epsilon. Et il est compris entre 0 et 1, sans unité, mais il est influencé par la nature du matériau, par l'état de surface du matériau, est-ce que c'est lisse, rugueux, coloré, la couleur est importante. Le noir, par exemple, vaut 1, alors qu'un gris foncé, c'est plutôt 0,84, un gris clair, 0,5. L'alu, c'est très réfléchissant, et c'est moins de 0,3. Et puis, ça dépend aussi de la température du matériau. La géométrie, aussi, est un facteur influent, c'est-à-dire comment sont disposés les surfaces de la pièce face au milieu ambiant. Ça pour le rayonnement, hein, les angles de disposition. Et on retrouve encore une formule avec cette fois-ci l'influence de l'émissivité, du coefficient d'émissivité et de la surface d'échange A, qui vont augmenter ou diminuer proportionnellement, qui vont faire augmenter ou diminuer proportionnellement la quantité de chaleur possible à dissiper. Alors, qu'est-ce qu'un compound conducteur thermique? Il s'agit en fait d'une matrice polymère adaptée et mélangée avec une ou plusieurs charges de toutes sortes qui confèrent à la matière finale des propriétés complémentaires de conductivité thermique. On a introduit précédemment la notion de conductivité thermique. On se doute bien que les polymères plastiques sont naturellement de bons isolants thermiques. La preuve ici, pour des thermoplastiques courants comme le PP ou les PA ou PPS, on ne dépasse pas les 0,25 watts par mètre Kelvin. Un peu plus dans le cas du polyéthylène. La conductivité thermique dont on aura besoin est obtenue en fait en introduisant les charges conductrices sous forme de poudre. Ce sont des céramiques, ce sont des graphites ou des nitrures de bore aussi que l'on peut mélanger à d'autres types de charges encore ou des renforts. Et il existe des différences évidentes en termes de densité, de rapport de forme, d'efficacité, de conductivité électrique aussi, de couleur. Mais surtout de conductivité thermique. On voit que le graphite et le nitrure de bore sont les meilleurs candidats en termes de conductivité thermique. Certaines charges ont une structure dite lamellaire, c'est-à-dire que les particules n'ont pas les mêmes dimensions que dans toutes les directions. Ce n'est pas de la poudre, ce sont des petites lamelles. Et la conséquence immédiate, c'est d'avoir une valeur de conductivité thermique différente dans leur direction. Par rapport, donc il y a le sens de la longueur et le sens transversal, et on parle de charges anisotropes dans ce cas-là, comme les graphites ou le nitrure de bore. Et les céramiques, au contraire, sont isotropes. Et évidemment, on utilise déjà couramment des charges minérales dans les compounds, le talc, le kaolin, le wollastonite, le carbonate de calcium. Mais dans le cas des compounds conducteurs, il faut ajouter une quantité de charge conductrice bien importante. C'est ce que l'on voit dans les courbes ici.
la conductivité thermique va augmenter linéairement avec la quantité de charge, aussi bien dans le plan qu'en travers, selon la forme des charges. Hein. Ici, on a pris le cas du graphite, pour l'exemple. Donc, c'est veut dire que si on veut une conductivité, on va dire, maximale, il faut prendre 40% de, si on part sur 40-50% de graphite, c'est pas mal. On arrive à dépasser les 10 watts par mètre Kelvin dans le sens longitudinal et 1,5 en sens transversal. Donc vous voyez cette différence importante de valeur de conductivité thermique au travers et dans le plan qui est due à cette anisotropie des charges, de la conductivité des charges. Donc un petit rappel, hein, on a une injection, le plan c'est cette partie-là, le plan X, Y, et puis Z c'est l'épaisseur, grosso modo. Alors, on comprend maintenant que la fabrication des compounds conducteurs constitue un véritable challenge, avec plusieurs défis à mener de front. D'abord, il faut choisir la résine de base comme matrice de notre compound. Il existe peu de restrictions quant au choix d'une résine de base. Hein. Les commodités peuvent très bien aller. Il y a pas de si on n'a pas de propriété particulière, comme Polypro, ici les commodités. Mais on peut aller vers des polymères plus techniques comme le PA ou très techniques comme les PIC. On a vu que la conductivité thermique en fait des polymères n'est pas une composante significative dans le compound, mais ce sont plus les performances liées à l'environnement de travail de l'application qui vont conditionner le choix du polymère. Ça va être la résistance en température, la tenue chimique. On sait que la résine est le point faible de la formulation d'un compound là-dessus. Donc les charges ne posent pas de souci de résistance, comme on le verra par la suite. L'important, c'est la résine, qu'elle ne cède pas. Ensuite, il y a la résistance mécanique aussi. On sait que des charges ont généralement tendance à fragiliser la matière, surtout les charges de poudre. Il est donc préférable d'utiliser des polymères plus naturellement tenaces afin de restituer un compound moins résilient, plus résilient, moins délicat. Enfin, aussi, c'est la quantité de charge que l'on va ajouter dans le compound. Il y a des résines plus appropriées que d'autres, capables d'accepter des concentrations aussi importantes de charge, tout en maintenant l'intégralité de leur propriété. C'est le cas des polymères semi-cristallins, par exemple, qu'on va privilégier par rapport aux amorphes. Et une fois la résine de base déterminée, il faut y ajouter les charges adaptées pour extruder le compound avec une certaine maîtrise du process afin de garantir la meilleure dispersion possible des particules conductrices et avec la quantité nécessaire. Si les charges conductrices ne sont pas en quantité suffisante, le compound final n'aura pas le niveau de conductivité performant que l'on recherche. On peut facilement monter à 85% de charge. Et la difficulté de transformation au moment de l'extrusion ou de l'injection, par exemple, peuvent aussi limiter la quantité de charge. Imaginez faire du filament 3D pour l'impression 3D, c'est compliqué de mettre 85% de charge, d'une part, et puis il faudra concilier avec une matière première, enfin un polymère adapté. Donc, évidemment, on peut remettre de la céramique, du nitre de bore, du graphite, qui ont, on le verra après, des propriétés, je dirais, un petit peu différentes. Il existe des dizaines de charges et on en utilise, donc on vient de le voir, généralement plusieurs ensemble, ce qui permet de créer une synergie dans le mélange. Et on a regroupé deux catégories distinctes de charges. Les graphites, donc il existe différents types de graphites qui sont doublement conducteurs thermiques, évidemment, et puis électriques aussi. Le graphite, c'est conducteur électrique. Donc, on peut en avoir besoin pour des propriétés antistatiques, par exemple. C'est typiquement le remplacement de l'aluminium. Mais c'est vraiment, le graphite offre vraiment les meilleures performances de conductivité thermique, jusqu'à 28 watts par mètre Kelvin, tout en utilisant moins de charge. Et puis, c'est aussi très bon marché et plus facile à transformer. Il influence moins la viscosité du compound final. Et puis, on a les céramiques. Dans les céramiques, ce qu'on appelle chez nous les CP, sont compris les nitrures de bore,
c'est électriquement isolant, des valeurs de conductivité, surtout pour l'unité de bord, qui montent jusqu'à 10 watts par mètre Kelvin, ce qui est pas mal, et surtout, ils sont colorables. Et dans les deux cas, on peut faire aussi des versions NIF-G V0, on peut les additionner aussi avec de la fibre de verre. Passons au sujet de fond d'aujourd'hui, la conception d'un dissipateur thermique. Pour commencer, il faut s'assurer de l'échange thermique correct entre la source de chaleur et le dissipateur. On va voir ça au travers d'un exemple d'application avec Wattcraft. C'est un fabricant de spots d'éclairage LED de différentes dimensions et de puissance. Et sur ce capot dissipateur, ici, on vient placer un circuit électronique avec des LED sur ce petit carré rouge de différentes dimensions ou sur toute la surface ici comme dans le cas de la surface circulaire. On a orienté le client pour modéliser une pièce avec une surface la plus grande possible à l'aide en fait de toutes ces ailettes afin d'avoir un échange thermique, une surface d'échange maximale et donc un échange thermique le plus performant. C'est ce qu'on va voir. Donc voici ce que donne la simulation thermique, c'est-à-dire la température diffusée sur toute la surface de la pièce au contact d'une source de chaleur, appliquée soit au centre ici, soit sur toute la surface du fond du dissipateur. À gauche, la source chaude est appliquée donc sur ce carré, et on atteint une température maximale de 118 degrés. Si on applique sur toute la surface circulaire ici, sur tout le fond du dissipateur, du fond couvercle, eh bien on tombe à une température de 93 degrés. Donc résultat, 30% de surface en plus sur le contact, eh bien on réduit significativement le flux thermique sur la pièce et baisser de plus de 15 degrés la température maximale sur la pièce. Voyons comment on en arrive là. D'abord, il faut exploiter au mieux la géométrie de la pièce. On retrouve nos résultats que l'on a vus dans le slide précédent. On constate que la réduction significative de la température en augmentant la surface de contact est significative et on vient par là en fait on vient de passer un certain seuil de valeur qui d'un projet qui était voué à l'échec au départ en montant à 118 degrés, eh bien aujourd'hui redevient tout à fait faisable en revenant à 90 degrés et plus compatible avec des températures de jonction de LED. Alors, on peut améliorer encore l'échange, le contact et cet échange thermique en fait entre la source et la pièce et la surface de la pièce. On peut ajouter des pattes ou des bandes adhésives thermiques. Ça permet d'assurer donc la continuité thermique, c'est une sorte de pont thermique et garder le meilleur contact, je disais, possible entre la source et le dissipateur. Ce qui va créer des conditions d'échange optimales pour évacuer la chaleur, pour transmettre la chaleur. Et enfin, alors il existe aussi des spreaders en anglais ce sont des petites plaques ou des feuilles métalliques qui font la même fonction que la bande adhésive et qui permettent de diffuser plus efficacement le flux de chaleur. Il est donc important de bien vérifier qu'il n'existe pas de zone de rupture de contact, comme ici, vous voyez, entre le spreader, qui est la plaque alu ici, et puis la pièce injectée, on a une petite zone d'air qui est emprisonnée et qui n'aura pas les mêmes conditions d'échange thermique que le reste de la surface de la pièce. On risque donc d'avoir ici un point chaud très difficile à évacuer. Pour anticiper ce type de défaut de planéité, on peut utiliser des moyens de simulation numérique, de rhéologie, qui vont nous donner une idée des déformations de la pièce au remplissage selon l'orientation, des charges et des renforts. À gauche, là, on a une déformation amplifiée 10 fois. Voilà un peu le phénomène qu'on peut avoir. On peut préconiser, voilà, grosso modo, on peut donner une valeur de 0,1 comme défaut de planéité à la surface, c'est-à-dire une tolérance de plus ou moins 5 centièmes.
Un autre facteur qui peut occasionner ce genre de points chauds, c'est-à-dire des zones d'air emprisonnées entre les surfaces de contact, c'est la création des rotatiures. C'est un défaut d'aspect qu'on connaît bien et très répandu dans le domaine de l'injection plastique, dû aux différences importantes d'épaisseur sur les parois de la pièce moulée. Il faut donc respecter certaines recommandations dans le design des pièces, d'où le cas d'un dissipateur. Ici, on donne dans le cas d'un dissipateur ou d'un radiateur, on parle de pins ou des ailettes plus étroits à la base et donc idéalement aux 2/3. Il faut en fait absolument éviter la quantité importante de matière dans ces zones de jonction de la base avec les ailettes. Trop de matière donnera plus de retrait dans ces zones et donc du retrait ça va faire du retrait différentiel. Retrait différentiel, ça veut dire déformation localement. Ce sont ces zones vertes en fait qui sont là à la base des pins et de la paroi du dissipateur. Ici, en vert, on a des quantités de matière qui sont plus importantes que dans les autres épaisseurs. Et là, la matière se retirant, eh bien, ça va créer ces rotations et ça va se traduire par ce genre de petits bosselages qu'on voit, c'est des faux visuels qu'on voit à la surface des pièces. On vient donc de voir combien est importante la surface de contact entre la source chaude et la paroi de la pièce. Voyons maintenant comment améliorer le transfert de la chaleur entre le dissipateur et son milieu ambiant, l'environnement. C'est ce qu'on revient avec notre client Exagro, notre pièce. On peut, alors comment faire? Eh bien, on peut commencer par augmenter la surface de notre pièce moulée en rajoutant des ailettes de refroidissement. Ici, notre client était parti au départ avec un design de géométrie très simple, comme à gauche, très dépouillé, mais conforme pour du métal. Et finalement, on est arrivé à le faire modifier la géométrie à droite, plus appropriée, avec une surface totale de 25% en plus, et entièrement disponible pour l'échange thermique par convection avec l'air ambiant, et aussi convection et rayonnement. L'objectif du client, c'était d'avoir une température à la surface de la pièce inférieure à 65 degrés, qui serait en fait la température acceptable au toucher avec la main sur le produit sans se brûler. Et à regarder le résultat de la simulation, on réduit la température maximale à la surface en passant de 72 degrés ici, sans les ailettes, à 66 degrés avec les ailettes. Sans oublier, donc ça veut dire que dans un premier temps, on a rendu viable le projet, c'est-à-dire si on était resté avec cette géométrie-là, on n'aurait pas pu passer en solution plastique. Et dans un deuxième temps, les ailettes de renfort, ici, ça peut nous rendre service sur autre chose. Ça peut être considéré comme des nervures de renfort et donc éviter aussi la déformation et améliorer la stabilité dimensionnelle des pièces moulées. Alors, ailettes ou pins, quelle différence et quoi choisir? Ailettes ou pins, on en voit déjà sur les dissipateurs en métal, mais c'est tout aussi applicable aux compounds thermoplastiques, conducteurs thermiques, c'est même très important, même absolument recommandé. A priori, dans les deux cas, on augmente la surface d'échange avec plus ou moins le même encombrement, donc c'est une bonne chose, mais thermiquement, c'est un peu différent. Autant on peut avoir une différence de surface d'échange disponible sur l'efficacité de transfert thermique d'une version à l'autre, autant la solution, donc même surface, ok, éventuellement, mais la solution avec ailettes a plus, ici, avec les ailettes, la solution ici a plus de difficulté à dissiper la chaleur par rayonnement. Et ça peut se comprendre parce que, et on le voit ici, puisqu'on arrivera avec la même source de chaleur à dissiper, on montera à 95 degrés contre 100 degrés ici. Et ça peut se comprendre par la disposition très étroite des ailettes, l'une contre l'autre sur la longueur, ce qui réduit en fait la contribution de l'échange par rayonnement. C'est ce qu'on perd en fait dans ce delta de température.
Pour conclure, on a vu précédemment avec les formules de la convection et du rayonnement, la qualité de l'échange thermique est fortement influencée par la surface de la pièce, ce qui offre des possibilités de géométrie diverses et multiples. On a différentes formes possibles. Et ensuite, les surfaces d'échange sont étroites. Plus les surfaces d'échange sont étroites dans les zones confinées, et moins la dissipation sera efficace. L'air aura donc du mal à circuler et plus de mal à évacuer les calories. Alors, dernier point, comment améliorer la dissipation de la chaleur ou plutôt à travers le dissipateur? Alors, premier facteur à prendre en compte, c'est l'épaisseur du dissipateur. On reprend notre couvercle dissipateur selon deux variantes d'épaisseur différentes sur le fond et au contact de la source chaude des LED. On double l'épaisseur ici. Puis, on remplit la cavité avec un coupon de chargé graphite. La géométrie de la pièce va alors influencer fortement la dispersion et l'orientation des particules anisotropes du graphite, comme on a expliqué dans la première partie. C'est-à-dire qu'on va avoir un comportement différent dans le sens du flux, matière, et en travers. Et on va le retrouver ici, mais en simulant l'orientation des charges, c'est-à-dire des lamelles de graphite. Donc, on rappelle hein, qu'ils sont anisotropes, donc avec des directions, des valeurs de conductivité thermique différentes dans toutes les directions. Et dans la direction Z, qui est là, c'est l'axe perpendiculaire au fond de la pièce, on constate une répartition différente des charges graphites dans les deux dissipateurs, la faible épaisseur et la forte épaisseur, la double épaisseur même. À gauche, faible épaisseur, les charges sont orientées dans le plan, donc la conductivité ici est la plus élevée, mais ça ne permettra pas de transmettre suffisamment de chaleur pour évacuer. À droite, par contre, alors ça c'est dû en fait aux charges qu'on a symbolisées ici. On va avoir une conductivité élevée dans le sens longitudinal parce que les charges, vous les voyez, ces petites lamelles de graphite qui sont orientées dans le long. Et donc, on va favoriser la connexion de toutes ces particules les unes aux autres dans le sens longitudinal. Donc, on aura une conductivité élevée. Par contre, transversalement, eh ben, on aura du mal il y aura du vide, et donc on a du mal à se frayer un niveau de conductivité c'est-à-dire un niveau de contact entre les lamelles. Par contre, à droite, avec la grosse épaisseur, eh ben, on oriente, l'épaisseur étant plus importante, on oriente moins les charges le long dans le centre, et on va avoir donc une diffusion plus aléatoire des charges dans l'épaisseur. Et ça va augmenter la conductivité transversale. De là, on passe à là. Voyons l'influence directe de l'épaisseur sur la conductivité des charges. Alors, anisotropique, en fait, par ces schémas qui vont nous orienter et nous renseigner un peu sur l'influence de l'épaisseur par rapport à la conductivité, ou de la conductivité en fonction de l'épaisseur. Dans le cas de parois étroites, on a vu les particules conductrices s'orienter naturellement dans le sens du flux matière, ce qui favorise la continuité de la conductivité thermique longitudinale dans la cavité. Alors on parle de la conductivité longitudinale ou dans le plan. Et on voit bien qu'en augmentant l'épaisseur de 1 à 3 mm, la courbe de conductivité chute progressivement. Donc de là où on était à 20 watts par mètre Kelvin, en montant à 1 mm, à 3 mm, on ne tombe plus qu'à 11. Au contraire, dans les fortes épaisseurs, les particules vont se répandre plus facilement dans la largeur, ce qu'on a vu tout à l'heure, transversalement. Donc de façon plus diffuse, plus aléatoire, sans orientation particulière, ce qui va favoriser la conductivité transversale. Donc on augmente l'épaisseur ici, eh bien la conductivité augmente. Et évidemment, de par le fait
qu'on est sur une, comment dire, sur des charges anisotropes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même comportement de conductivité dans les directions, dans ces directions géométriques, eh bien, on a, vous voyez, un rapport de conductivité qui est très différent entre à 3 mm, par exemple, où on est à 11 dans le plan et on tombe à moins de 2, à 1,7, 1,5 en transversal. Si on revient sur notre cas d'étude, voici le résultat de la simulation thermique avec la répartition des charges de graphite selon les deux cas d'épaisseur à la base du dissipateur. La température de surface chute de 10 degrés, de plus de 10 degrés, avec la double épaisseur. On passe de 86 degrés, 87 à 75 degrés. Donc, on a gagné on a vraiment démontré l'influence de l'épaisseur. Donc on vient de voir comment concevoir le dissipateur avec la meilleure performance d'échange thermique possible. Maintenant, on va voir, il faut considérer aussi le process de transformation. Comment dessiner un dissipateur en matière plastique conductrice thermiquement pour l'injecter dans les meilleures conditions. Il faut bien être conscient que toute décision prise dans la phase de conception, c'est-à-dire la géométrie que l'on donnera à la pièce, affecteront ou influenceront la suite du projet jusqu'au moulage. Donc, vaut mieux faire les choses correctement dès le départ. Il y aura aussi la conception du moule et du mode d'alimentation qui joueront un rôle sur l'efficacité de notre dissipateur. On l'a vu un peu dans certains slides juste avant. Dans la suite logique aussi, il faut faire attention aux conditions de transformation, les températures, les vitesses, les pressions. Et en définitive, on va prendre en compte des préconisations similaires en fait que pour tout autre compound plastique qui contient des charges en quantité importante, comme pour le talc, le kaolin ou des renforts. C'est pourquoi on ne va pas s'attarder plus que ça sur cette partie, mais à la seule différence près à bien avoir en tête, c'est que ces compounds plastiques, ces compounds spéciaux, c'est un conducteur dont on parle aujourd'hui, ont des propriétés de conductivité thermique bien plus élevées et donc une capacité naturelle à refroidir plus rapidement, tout en étant aussi plus visqueux au remplissage. C'est là la véritable difficulté. Des conseils bien évidents en plasturgie que vous imaginez bien, limiter les changements d'épaisseur pour éviter les défauts de surface, on a vu avant, les rotatiures en l'occurrence, les déformations, les aspects visuels. Les angles droits sont à proscrire pour limiter l'auto-échauffement de la matière par cisaillement et ne pas risquer d'augmenter des contraintes internes dans la pièce, c'est-à-dire aussi des zones de rupture possibles. Ça, on passe. De la même façon, prévoir une dépouille suffisante et généreuse pour le démoulage. On parle de matières très chargées, de 50 à 80%, avec des retraits très limités comparativement aux thermoplastiques plus courants ou vierges. Les pièces moulées risqueraient donc de rester collées dans les cavités du moule au moment de l'éjection. On peut conseiller au mini 1,5 degré. Il faut bien entendu augmenter encore plus en fonction de la hauteur des ailettes. Ou des picots, ou selon aussi la texture des empreintes du moule, le cas échéant. Et puis on a vu, il faut, en considérant la quantité de charge que l'on a dit, la matière devient aussi plus fragile avec moins d'allongement. Et pour réduire le risque de rupture des pièces à l'extraction, on peut utiliser voilà, une petite méthode, ce petit rapport L longueur sur largeur, sur diamètre, L sur W, c'est pas une valeur constante qu'on peut donner car ça dépend des propriétés d'allongement et de retrait d'une matière à l'autre. Donc là, pour essayer éventuellement de nous consulter. Après la géométrie de la pièce, passons maintenant à la conception du moule. Comme d'habitude en injection plastique, excusez-moi, je regarde l'heure. Donc, comme d'habitude en injection plastique, éviter les longs parcours dans les cavités et les canaux à remplir. On a affaire à des matières très visqueuses, très visqueuses, ce qui veut dire des pertes de charge importantes dans l'empreinte. On aura donc besoin aussi de pressions plus élevées à la phase d'injection de la matière. Évidemment, au remplissage, la matière va se refroidir et
Et à mesure qu'elle avance dans l'empreinte du moule, elle va se refroidir. En refroidissant, elle devient plus visqueuse, d'autant plus dans le cas de nos compounds thermoconducteurs, on vient de le dire juste avant, et lié en fait, naturellement à ces charges conductrices. Donc on est dans un cercle vicieux de viscosité croissante. Appliquons ce phénomène de refroidissement rapide de la matière pendant le remplissage à notre étude de cas d'Hexacro, notre pièce, notre carter, notre couvercle dissipateur. On applique les paramètres d'injection d'un compound conducteur, donc c'est un polyamide, 50% de graphite, température, 270 degrés, moule à 90. Résultat de la simulation de rhéologie, on a un écart de 29 degrés de la température matière sur toute la surface de la pièce. En rouge, hein, ce sont les zones les plus chaudes, en bleu, les zones les plus froides. Le refroidissement de la matière n'est donc pas immédiat et uniforme dans toute la pièce, ce qui va gêner le remplissage, comme on l'a dit. Mais ça peut aussi avoir des conséquences sur nos pièces moulées. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir? D'abord, ça peut donner un mauvais recollement de la matière au niveau des lignes de soudure ou de jonction. Et évidemment, ça peut occasionner des problèmes de casse mécanique lors du fonctionnement de la pièce en utilisation. Et puis, un autre effet négatif sur la déformation de la pièce. Qui dit différence de température, dit différence de retrait, donc ça veut dire des retraits différenciés sur notre pièce. On obtient donc des défauts de déformation, de planéité. Et ce qui n'est pas, comme on l'a vu précédemment, recommandé pour nos dissipateurs au niveau du contact avec la source de chaleur. On arrive donc à la nécessité de dimensionner correctement le seuil d'injection, c'est-à-dire le ou les points par lesquels la matière entre dans la pièce. Donc, pour rappel, ces compounds conducteurs ont une diffusivité thermique très élevée, liée à la conductivité thermique également élevée. C'est ce qu'on voit dans la relation ici. Alpha, c'est la diffusivité en mètres carrés secondes. Ça, c'est mesuré, c'est propre à la matière, donc c'est mesuré en laboratoire sur un échantillon de matière par une méthode sur un appareil qu'on appelle la méthode laser flash. Lambda, c'est la conductivité thermique. Rho, c'est la densité de la matière qu'on a sur la fiche technique. Et Cp, c'est la chaleur spécifique propre à la matière. Si la conductivité augmente, la diffusivité augmente proportionnellement. La matière refroidit rapidement et par conséquent, il faut remplir l'empreinte du moule le plus vite possible avant que les seuils d'injection ne gèlent. C'est-à-dire que ça se fiche complètement. Et si ça fiche trop rapidement, on n'aura plus de contrôle sur la matière dans l'empreinte, plus de possibilité d'agir sur la pression de maintien, par exemple. Pour illustrer la chose, on va comparer deux grades de matière sur base PA6. L'un est renforcé 50% fil de verre, l'autre 50% graphite à droite. En phase de remplissage, une paroi à 100 degrés, enfin un moule régulé à 100 degrés, et une section dans une section TH. On a une méthode de calcul simplifiée, approximative, qui ne tient pas compte complètement de la diffusivité à chaque endroit, dans le temps, en fonction de la température surtout. Mais ça donne un temps de refroidissement pour les matières. On a les mêmes conditions de moulage. La seule différence, c'est la diffusivité de la matière qui change évidemment, liée à la charge, la différence de charge, la typologie de charge. Et en finale, on refroidit la pièce en 4 secondes pour le compound fibre de verre, alors qu'on est à un quart de seconde pour le graphite. Bon, le temps, ce qui est important, c'est que le temps de refroidissement des sections les plus fines et la taille des seuils d'injection vont influencer aussi le temps de maintien. Alors, comment calculer les dimensions appropriées pour nos seuils d'injection? On peut se reposer sur son expérience tout d'abord, sur la base de pièces ou d'épaisseurs similaires. Par définition, le seuil d'injection doit garantir une zone d'écoulement suffisante pour remplir et compacter la pièce en tenant compte, bien sûr, du volume de la cavité. Mais il faut tenir compte aussi de la longueur du parcours de matière que l'on a à faire dans le moule
le débit de matière nécessaire pour remplir la pièce, et puis la fluidité, la viscosité de la matière. Et la section de seuil est orientée en partie par l'épaisseur de la pièce. Hein. On peut pas, on est assez limité. On ne peut pas imaginer un point d'injection de 2 mm sur une pièce d'épaisseur de 1 mm ou d'1,5 mm. Par contre, on peut agir sur la largeur du seuil. C'est le cas, par exemple, d'une injection en nappe. Pour autant, il ne faut pas surdimensionner non plus les seuils parce que à chaque fois que l'on double la surface du seuil, la vitesse d'écoulement du front matière est divisée par 2 pour un débit de matière équivalent. Donc, on va remplir plus difficilement, on risque de figer plus rapidement. Pour remplir correctement l'empreinte du moule avec des seuils d'injection suffisants, il faut s'assurer d'avoir, on l'a dit, la quantité de matière nécessaire, c'est-à-dire sortir des pièces moulées conformes en termes de poids. Donc on va considérer le volume de la pièce fois la densité de la matière et on aura un volume de poids théorique. Et si on simule un cycle d'injection, un petit peu son principe, on commence avec un point d'injection, prend un point d'injection de 0,8 mm, appliquons une pression de maintien de 800 bars et regardons l'évolution du poids. Eh bien, on constate ici qu'on n'atteint jamais le poids théorique de la pièce, qui est en la ligne rouge horizontale, et on ne l'atteint jamais sur toute la durée du maintien. La pression de compactage que l'on fait, en fait, n'apporte rien de plus. Ça veut dire qu'on a atteint, la matière s'est refroidie et s'est figée au seuil. C'est le point de gel au-delà duquel le poids de la pièce n'augmente plus malgré la pression. Par contre, si j'augmente mon seuil à 1 mm, on atteint le poids de pièce, donc on remplit bien avant le gel, et on dépasse même le poids de la pièce, donc on compacte un petit peu excessivement. Mais on peut optimiser au mieux le cycle d'injection. Si je repars avec mon injection, qui était a priori pas mal ici, en baissant un peu la pression de maintien, on va baisser un peu la pression de maintien et faire coïncider le remplissage complet de la pièce avec le gel du seuil. Et là, on est dans des configurations optimales, dans une configuration optimale. Donc, en fait, il faut trouver le bon compromis pour avoir un temps de maintien relativement proche du gel de la matière au seuil d'injection. Il faut aussi déterminer où placer les points d'injection et combien il en faut. Alors, carotte directe au centre ou 3 points, ça aura une influence directe sur le cycle d'injection en termes de perte de charge, de pression de maintien, d'orientation des charges. Mais on aura des conséquences aussi sur la pièce moulée finale, c'est-à-dire en termes de déformation, de niveau de conductivité ou d'aspect de surface. Et si on applique ça à notre simulation, eh bien on se rend compte que on fait un test avec une carotte directe centrale et 3 points d'injection, eh bien on passe de 1,6 secondes, pardon, de 1 seconde 6 à 1 seconde sur une injection, moins d'1 seconde en injection 3 points. Une autre conséquence majeure du type d'alimentation carotte ou 3 points, c'est la différence de pression à la commutation dans l'empreinte. Voilà. Donc on va ici avoir des pressions 150 bars. Ici, on est plutôt proche des 60 bars. On peut passer là-dessus, ça c'est à peu près de l'injection classique, rien d'autre particulier. Et enfin, par contre, on peut modifier l'orientation des charges dans l'empreinte par le mode d'injection. Dans le cas des compounds, donc on va modifier la conductivité thermique. On a donc envisagé différentes solutions d'injection. Ici, carotte directe, ici un point déporté, et ici 3 points, comme tout à l'heure. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on va essayer comment dire, de distribuer la charge graphite de façon différente pour regarder l'efficacité optimale. Et en conclusion, l'injection multipoint est
plus performant parce qu'on va répandre les charges de façon moins orientée dans le plan, c'est-à-dire de façon un peu plus aléatoire dans l'épaisseur et donc conduire mieux comment dire, la conductivité thermique, la chaleur. Donc là, on se sert en fait de l'orientation des fibres, comme si c'était de la fibre de verre, mais pour se donner une idée de l'orientation, du comportement de la conductivité thermique. Donc voilà, juste pour résumer, on a vu l'influence sur plusieurs simulations pour chercher un petit peu des facteurs qui peuvent influencer l'efficacité de l'échange thermique d'un dissipateur, la géométrie de pièces, mais aussi les paramètres d'injection, le type de charge. Et en final, on s'aperçoit ici que pour réduire la température au niveau de la LED, sur un exemple d'éclairage, eh bien l'épaisseur, c'est quand même un élément prédominant pour améliorer l'échange thermique. Alors, Lati, un petit mot sur la gamme Lati des produits conducteurs thermiques. Les premiers compounds de Lati datent de 2003. Hein, depuis, cette gamme qu'on appelle Lati Conter chez nous s'est considérablement étoffée. Et on a aujourd'hui à disposition plus de 60 formulations pour des applications de tout secteur d'activité. C'est vraiment notre expérience et notre savoir-faire de Lati, de compounder qui est essentiel pour maîtriser la répartition des charges au sein de la matrice et garantir de bonnes propriétés homogènes tant que possible sans altérer la résine. Donc vous retrouverez l'ensemble de ces fiches techniques sur notre site internet lati.com. Donc ça peut être voilà, sur différents types de résines, du TPU, PP, PA6 beaucoup, PA66 aussi, PBT, jusqu'à polycarbonate et des pics, PPS pics. Sur la base de graphite, de 50 à 70%, et en version V0 possible, et avec des fibres de verre également. Et puis sinon, les solutions céramiques qui sont colorables, isolants électriques, et qui sont sur base PP, PA6, principalement PPS, polyamide 12, qui accepte des quantités de charge importantes, et qui sont donc avec céramique ou de la nitrure de bord également, fibre de verre ou pas, version V0 possible. Alors, je vous propose une petite revue des réalisations récentes par nos clients. Vous pouvez vous rendre sur le site internet web, sur le site web de Lati, à la page actualité pour retrouver toutes ces publications, pour avoir plus de précision. Pour commencer, on l'a vu comme cas d'étude, le corps du dissipateur de la lampe d'éclairage Hexagro qui renferme l'électronique et la source LED. On retrouve ces lampes pour l'éclairage des plantes, des arbres ou des jardins potagers domestiques. Ça, a priori, ça devient à la mode. On l'appelle le Living Farming Tree. Et puis, on ajoute des modules de ce type-là dans l'arbre pour former un arbre selon la taille, le besoin en termes de taille que l'on souhaite atteindre. Les clients étaient partis à l'origine sur une solution aluminium sans ailettes de refroidissement, on l'a vu, une puissance thermique à dissiper d'à peu près 9 watts dans un environnement ambiant de 35 degrés. Donc c'est un design en plastique. Ce design en plastique en fait a permis de faire le produit en une seule pièce, là où auparavant le client avait prévu 2 ou 3 pièces. Du coup, ça devient plus léger. Une injection en carotte centrale en finale, de l'intérieur, par l'intérieur, et une épaisseur de paroi de 3 mm. L'autre cas d'étude, c'était le dissipateur de fabricant Whitecroft avec une nouvelle gamme de spots d'éclairage destinés à des magasins, des collectivités comme dans les salles d'attente ou les aéroports, dans les faux plafonds. Toujours ce compound PA6, 50% graphite pour atteindre une conductivité thermique au-delà de 10 watts par mètre Kelvin et qui peut couvrir toutes les puissances lumineuses proposées par le client, qui va de 500 à 5000 lumens. Injection carotte centrale, épaisseur 4 mm, on l'a vu tout à l'heure. Ici, un projecteur d'éclairage pour l'industrie en remplacement d'un dissipateur thermique en aluminium à l'origine.
On doit évacuer la chaleur générée par 2 LED, ce qu'on appelle les LED COB, hein, donc des LED montés en surface, de puissance de 50 à 70 watts, c'est à peu près 30 watts de chaleur à dissiper, et qui travaillent par convection naturelle, donc en mode statique, à température ambiante. La pièce, la structure, en fait, doit rester fiable en fait à des températures d'environnement jusqu'à 45 degrés. Et vu l'importance de la puissance en jeu, on a opté pour une matière avec des performances thermiques très élevées. C'est un PA6 70% graphite. Et là, on a c'est les conductivités qui arrivent à 28 watts par mètre Kelvin en longitudinal. Et là, on a estimé, on a pu constater une conductivité thermique moyenne dans la pièce autour de 10 watts mètre Kelvin à température ambiante. Le dissipateur, donc ici en question, qui est là, est de dimension quand même imposante. Hein, c'est, je dirais, un petit format A3, format papier A3. Et justement, ce 70% de graphite, ce laticonter, permet d'avoir un retrait relativement faible au moulage et donc une bonne stabilité dimensionnelle nécessaire pour assembler sur le carter. On a réduit le poids par 2 hein, grâce à la faible densité du compound. On doit être sur une pièce qui doit être facilement un peu plus d'un kilo. Voilà, donc on a des LED qui ont une température de jonction qui doivent pas excéder 80 degrés. Et donc avec ce système, on a tout à fait atteint l'objectif. Et le produit peut être également peint avec un passage aussi en traitement cataphorèse. Donc c'est la version peinte que vous avez là. On a un client Artemid qui fait l'éclairage intérieur très design avec un produit qui s'appelle la Meluna à destination des showrooms, comme pour l'exposition de véhicules chez Mercedes. C'est une lampe conçue pour diffuser de façon aléatoire de la lumière générée par une série de LED intégrée au centre. Et vous avez un anneau central ici qui fait 85 cm de diamètre et qui supporte un dôme transparent en PMMA et qui est suspendu au plafond. On avait besoin d'un compound capable de dissiper suffisamment la chaleur produite par les LED, mais aussi de supporter la charge de la lampe. Donc c'est une matière, le Laticonter 62 CEG 500, qui est un compound PA6 avec chair céramique conductrice, isotrope, donc une très bonne stabilité dimensionnelle, renforcée aussi avec de la fibre de verre pour la résistance mécanique. Donc une bonne stabilité dimensionnelle et une bonne finition de surface aussi, avec la possibilité de peindre. Un exemple, on va passer celui-là, on va passer sur l'automobile, un exemple automobile, c'est en réduction de poids, c'est une exigence un peu essentielle dans le secteur des transports en général. Il s'agit d'un projet Continental, des corps de vannes de pompe à vide pour le circuit hydraulique de freinage, historiquement en métal. Et bien évidemment, la pompe se situe sous capot moteur, exposée à des variations de température de moins 40 à 120 degrés, et dans un milieu chimique agressif, d'où l'intérêt du polymère, d'un polymère base polyamide. On a développé ce Laticonter 62 GRG 500, c'est 50% de graphite avec aussi de la fibre de verre pour apporter de la résistance mécanique sur le couvercle, tout en assurant c'est le couvercle en fait qui est dans cette matière-là, pas l'ensemble. L'ensemble là c'est du polyamide fibre de verre. Il n'y a que le couvercle ici. Et donc on va apporter plus de résistance mécanique sur ce couvercle, tout en assurant une bonne stabilité dimensionnelle hein, pour éviter les pertes de pression au niveau des joints d'étanchéité qu'on aura ici. Un appareil dragueur de mesure d'alcoolémie pour la sécurité routière, ça détecte le taux d'alcoolémie présent dans l'air expiré par le conducteur et ça empêche le moteur de démarrer en cas de résultat positif. Et ces deux petites pièces que vous voyez là composent en fait un capteur électrochimique et doivent monter en température très rapidement pour faire l'analyse chimique du prélèvement et le relevé de mesure dans des conditions très spécifiques. Et il faut donc la meilleure conductivité thermique possible, tout en restant aussi antistatique. Et là, on a deux pièces de matière, et on est en polyamide, 70% graphite, et polypro, 70% graphite également. Et le polypro, la base polypro, est utilisée en contact de la bouche du conducteur, ce petit bec, et donc il doit être compatible alimentaire. C'est une version compatible alimentaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour aller plus loin sur le choix de vos
de nos compounds, hein, leurs propriétés et autres préconisations, je vous invite à aussi consulter la brochure spécifique de cette gamme de matières que j'ai mis dans les documents du webinaire et que vous pouvez télécharger sur notre site web aussi. Et maintenant, je vais regarder s'il y a quelques demandes. Si vous avez des questions. Alors, question, paf. A priori, non. Rien. Écoutez, je vous... Hop, Pardon, je ne vois rien arriver. Donc, dans quelques jours, vous recevrez le lien avec le replay et les slides de la présentation. N'hésitez pas à m'adresser par mail si vous avez des demandes d'ici là, j'y répondrai. Et sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite une bonne fin de journée. Suivez aussi notre actualité hein, sur le compte LinkedIn ou notre site internet. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.